Oui, Monsieur le Président, chers collègues, écoutez, je vais enchaîner, puisque j'avais effectivement prévu d'évoquer cette question sans surprise. Lors de notre dernière réunion, le 9 décembre dernier, j'évoquais la liaison ferroviaire à grande vitesse pour mettre Paris à 3 heures de Brest. Et je soulignais l'urgence d'une mobilisation collective dont la métropole devait être fer de lance, si nous ne voulions pas, disais-je en décembre, attendre 2050 pour voir ce désenclavement réalisé. Alors depuis, il y a eu ces réunions que vous évoquiez, ainsi que M. Gourtet. Alors déjà, les travaux du Conseil d'orientation des infrastructures. Alors il était invité par le gouvernement à travailler à une programmation à l'échelle décennale 2022-2032. À noter qu'il a su s'exonérer du cadrage budgétaire restrictif du gouvernement, qui, dans sa lettre de commande, avait explicitement mentionné comme non prioritaire l'objectif d'amplifier les efforts envisagés par la loi d'orientation des mobilités pour les lignes à grande vitesse. Heureusement, le COI a élargi l'horizon de la réflexion à 4 quinquennats, donc 20 ans au lieu de 10 ans qu'on lui donnait comme horizon de travail. Et il a dessiné 2 scénarios plus ambitieux que le cadrage gouvernemental. Mais alors là, ça va être un peu moins bien parce que les mots ont toujours une coloration, positive ou pas. Alors il a dessiné 2 scénarios. Un scénario qui s'appelle planification écologique. Ça fait quand même assez chic. Mais dans ce scénario, au chapitre des projets ferroviaires, il est indiqué que s'agissant de LNO-BPL, ce projet serait étalé dans le temps, en privilégiant d'abord les opérations de désaturation des lignes et des nœuds, et ce sont les fameux travaux qu'évoquait M. Gourtet, les nœuds de Nantes et de Rennes, et que le système qu'on appelle ERTMS, qui permet d'augmenter la capacité d'une voie de 20 à 30%. Bon. Et le deuxième scénario, qu'il a quand même travaillé, mais qui s'appelle priorité aux infrastructures de transport, ça fait un peu plus techno que planification écologique, et qui, lui, permettrait la réalisation complète d'ici 2042 du projet LNO-BPL. Sous réserve cependant, il a pris quelques précautions oratoires de la consistance de ces différentes étapes à définir par les études et les concertations en cours. Donc on attend la publication du rapport définitif dans les prochains jours. Vous évoquiez que la réunion du comité de pilotage du 10 janvier dernier, sous l'égide du préfet de région, et là, effectivement, seuls nous concernant, le nœud ferroviaire rennais et le RTMS sont proposés à la programmation. Alors on ne va pas faire la fine bouche, évidemment, on ne va pas dire non, on ne veut pas de ces choses-là. Néanmoins, nous devons absolument obtenir l'inscription des études techniques nécessaires pour passer à la réalisation sur les tronçons de voies nouvelles de l'axe nord, c'est-à-dire ce qui permet de relier Brest, Paris et Rennes à Brest. Et sinon, même l'échéance de 2042 ne serait pas tenue. Alors, mon insistance, à un moment donné, qui était qualifiée de marotte, je crois, mon insistance sur ce sujet du désenclavement renvoie en fait à la conception que nous nous faisons de notre métropole et de son rôle dans l'aménagement du territoire. Au moment de la décentralisation, qui d'ailleurs, les 40 ans n'ont pas été trop fêtés, alors on dit que c'est la pandémie, mais enfin bon. Le triangle métropolitain de la Bretagne historique était encore assez équilibré, avec Nantes, Rennes et Brest, tendant vers les 200 000 habitants ou les ayant déjà dépassés s'agissant de Nantes. Depuis, dans ce triangle métropolitain, si on peut dire, les écarts n'ont cessé de s'amplifier, Nantes comptant aujourd'hui plus de 300 000 habitants, dans une métropole de plus de 600 000 habitants, tandis que Rennes dépasse les 220 000 habitants dans une métropole de près de 450 000 habitants. On comprend mieux la tentation d'un axe privilégié entre ces 2 agglomérations, malgré leur rivalité traditionnelle. Pourtant, sur le plan institutionnel, Brest avait de l'avance, en participant à la première génération des communautés urbaines, tandis que Rennes et Nantes s'en tenaient à la forme du district. Alors une certaine convergence institutionnelle s'est amorcée dans les années 2000 avec les communautés urbaines,
pour aboutir à la constitution des métropoles dans les 3 agglomérations. C'est d'ailleurs son antériorité historique qui permit à Brest de figurer au nombre des métropoles créées au 1er janvier 2015, bien que n'ayant pas atteint le seuil de droit commun de 400 000 habitants. Ce statut métropolitain présente certes de l'intérêt, mais ne suffit pas en soi à stimuler l'innovation et insuffler l'attractivité, processus favorable au développement humain et territorial.